Lizzie présente Diana racontée par elle-même d'Andrew Morton, lu par Philippe Allard et Cathy Minjung. Prologue. Même 25 ans après, on a du mal à y croire. Les producteurs de Hollywood refuseraient ce scénario à dormir debout. Une ravissante princesse réduite au désespoir, un écrivain inconnu, un intermédiaire amateur, et un livre qui allait changer à jamais la vie de la princesse. En 1991, la princesse Diana frisait la trentaine. Elle avait passé sa vie d'adulte sous les feux des projecteurs. Au moment de son mariage avec le prince Charles en 1981, l'archevêque de Canterbury avait parlé d'un conte de fées. Dans l'imagination populaire, le couple princier, comblé par la naissance de 2 garçons, William et Harry, était la face glamour et bienveillante de la maison Windsor. L'idée même qu'après 10 ans leur mariage battait de l'aile était inconcevable, même pour les tabloïds jamais à court d'imagination. Commentant une tournée du couple au Brésil cette année-là, le Sunday Mirror les décrivait comme présentant un front uni au monde, tandis que leur complicité faisait vibrer d'excitation les rangs serrés des médias. Peu après, j'appris la vérité toute nue. Le lieu improbable de ces révélations extraordinaires fut un café ouvrier de Ruislip, une banlieue anonyme de Londres. Pendant que les travailleurs attaquaient bruyamment leurs œufs au bacon et haricots blancs à la tomate, je coiffais des écouteurs, allumais un magnéto cabossé et écoutais avec un étonnement croissant la voix parfaitement identifiable de la princesse qui racontait son histoire tragique dans un monologue ininterrompu. J'avais l'impression d'être transporté dans un univers parallèle, tandis que la princesse parlait de son malheur, de son sentiment de trahison, de ses tentatives de suicide, puis de 2 choses dont je n'avais encore jamais entendu parler, un trouble alimentaire, la boulimie, et une certaine Camilla. Quand je quittais le café, j'étais sonné par ce que je venais d'entendre. C'était comme si on m'avait permis d'entrer dans un club clandestin qui cachait un secret dangereux. En rentrant chez moi ce soir-là, je veillais à m'écarter prudemment du bord du quai du métro, car je commençais à ressentir la paranoïa qui imprégnait le film Les Hommes du Président sur Richard Nixon, le cambriolage du Watergate et l'enquête de 2 journalistes du Washington Post, Woodward et Bernstein. Depuis près de 10 ans, j'écrivais sur les membres de la famille royale. Je faisais partie du cirque médiatique, rapportant leurs actions sur toute la surface du globe. C'était, au dire des paparazzis, ce qu'on pouvait faire de plus drôle sans se déshabiller. J'avais eu maintes fois l'occasion de rencontrer le prince Charles et la princesse Diana lors des cocktails réservés à la presse au début de chaque tournée. Les conversations avec la princesse étaient légères, vives et banales, généralement à propos de mes cravates voyantes. Cependant, un journaliste spécialiste de la famille royale ne passe pas sa vie à faire la fiesta. Derrière la scène, il y a un travail sérieux. Il me fallait cultiver mes contacts à l'intérieur des palais de Buckingham et de Kensington, dans lesquels le couple princier occupait les appartements 8 et 9 afin de découvrir la vie des grands de ce monde une fois tombé le masque. Après avoir écrit des livres sur leur vie dans divers palais, sur la fortune de la famille royale et une biographie de la duchesse d'York, Sarah Ferguson, ex-femme du prince Andrew, j'en étais venu à connaître assez bien un certain nombre d'amis et de membres du personnel, et je pensais me faire une idée plutôt juste de ce qui se passait derrière les grilles en fer forgé du palais. Or, je ne m'étais douté de rien. Mon premier éclair de vérité, je le dois à l'homme responsable du magnétophone. C'est en 1986 que je fis la connaissance du docteur James Colthurst lors d'une des habituelles visites de la famille royale.
Il escortait alors Diana, venue inaugurer un nouveau scanner dans son service de radiologie à l'hôpital St. Thomas, dans le centre de Londres. Pendant le thé qui suivit, je l'interrogeai sur la visite de la princesse. Il devint vite clair que Colthurst, ancien Deaton et fils d'un baronnet dont la famille avait possédé le château de Blaney en Irlande pendant plus d'un siècle, connaissait la princesse depuis des années. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.